Bonjour chers auditeurs de Radio Diana, l'enfant africain au cœur des débats et conférences ce 16 juin. C'est la journée de l'enfant africain, occasion de revenir sur les défis que font face ces enfants sur le continent africain. Nos invités nous viennent de l'ONG Elsa International, une organisation qui lutte pour la cause de ces enfants et surtout pour la cause des enfants en situation de rue. Et nous avons Ablavi Gogoli, anthropologue et chef projet à Elsa International. Et nous sommes également avec Afi Emmanuel Kojo Nyamedi. Elle est chargée de communication de l'organisation. Le seul homme sur le plateau de Radio Diana, il s'agit de Kofi Frisia Asezounan. Il est éducateur. Bienvenue encore une fois dans votre émission et nous. Je suis Djiboli Edwige Apedo. Sauver le monde, sauver les enfants africains, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans le studio de Radio Diana. Mais tout d'abord, je voulais demander, Elsa International, quels sont les domaines d'intervention de cette organisation, Madame Gogoli? Ok, merci beaucoup. Elsa International, c'est une ONG qui intervient principalement auprès des enfants en situation de vulnérabilité. Oui, c'est les enfants généralement, ou bien il y a une spécificité? Les enfants de la rue. Les enfants en situation de rue. Voilà, les enfants en situation de la rue. D'accord. Maintenant, pourquoi Elsa s'est tournée vers ces enfants en situation de rue? Quel a été le déclic fait au niveau de l'organisation? Oui, les enfants de la rue, justement parce que c'est un groupe qui est totalement oublié, c'est un groupe totalement marginalisé dans les programmes sociaux. Personne ne se souvient de ces enfants, les autorités ne pensent pas en grande partie à ces enfants. Du coup, Elsa veut intervenir auprès de ces enfants pour leur donner une seconde vie, pour leur donner une seconde identité. Une seconde identité, ça fait combien de temps que Elsa travaille, Madame la chargée de communication? Elsa travaille depuis 2012. Depuis 2012? Je ne suis pas très bonne en calculation, en mathématiques. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que Elsa est engagée auprès de ces enfants en situation de rue. On vous voit souvent au niveau de la plage, parfois au marché, pour accompagner ces jeunes-là. Quel est le travail qui se fait principalement autour de ces jeunes, monsieur l'éducateur? Oui, merci. Avec ces jeunes, comme Madame l'a dit, nous cherchons à leur donner une autre chance. Donc nous avons notre centre, nous avons 2 centres. D'accord. À Côte-d'Ivoire-Copé et puis à Zongo, où il y a de l'affluence des enfants en situation de rue à Zongo et à Côte-d'Ivoire-Copé. Qu'est-ce que nous faisons particulièrement et avec les éducateurs? D'abord, nous arrivons à les identifier et en les identifiant, nous avons des techniques d'approche parce qu'ils n'acceptent pas tout le monde. Donc nous avons des techniques d'approche et nous les offrons l'éducation d'abord, les soins, la santé. Nous avons notre dispositif de clinique mobile pour les soins de santé. Pour les soins de santé. Sur place, quand nous constatons des cas qui dépassent, on envoie ces enfants-là à l'hôpital et autres. Voilà, donc nous donnons d'abord l'éducation à ces enfants sur le terrain. Il y a des cours d'alphabétisation qui leur sont faits. Et voilà un peu. Donc, parce que majoritairement, ces enfants abandonnent l'école et puis se retrouvent dans la rue. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 centres au niveau de Zongo. Comment se fait l'accès? C'est-à-dire, je peux, en tant qu'enfant en situation de rue, je peux venir et puis avoir accès à tous vos soins ou bien toutes les prises en charge et tout ça? En principe, toutes les prises en charge sont faites, mais au début, comme ce sont des cabines que nous avons dans ces lieux-là, c'est pour les favoriser un accès facile. Donc, le centre est ouvert pour eux et ils peuvent venir à tout moment. Donc, il y a des éducateurs permanents sur le terrain là-bas. D'accord. Alors, Madame Gogoli, quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent avec ces enfants en situation de rue? Quels sont ces problèmes qu'ils vous amènent quand ils arrivent? Comment cela s'explique qu'ils se retrouvent dans la rue? Ok, voilà. Merci beaucoup. Les problèmes, je dirais que c'est le quotidien. Je dirais que c'est le quotidien avec ces enfants. Oui.
ils ont tous les problèmes. Premièrement, ils n'ont pas accès à la nourriture, donc du coup, problème d'alimentation. Ce sont des enfants qui sont obligés de travailler quotidiennement, de faire des activités de survie pour pouvoir se prendre en charge. Ce sont des enfants qui sont victimes de vol, parce qu'ils vivent à ciel ouvert. Même étant en situation de rue? Oui, ils sont volés par leur père et ils sont volés par les adultes de la rue. Parce qu'ils font des activités au quotidien. Pour pouvoir survivre. Ils sont payés. Du coup, les adultes de la rue savent que ce sont des enfants qui ont de l'argent. Donc, du coup, on les vole également. C'est vrai qu'ils se volent entre eux, mais les adultes de rue aussi les volent. Ce sont des enfants qui sont souvent traumatisés aussi par nos comportements, le comportement de la société. Parce que pour nous, les enfants de la rue, ce sont les bandits. Ils sont caricaturés comme les bandits. Du coup, lorsqu'ils se retrouvent, par exemple, dans un environnement, et il suffit que quelqu'un perde un bic, un sac, il est doigté. Il est directement doigté, même si ce n'est pas lui. D'autres problèmes, c'est lié aussi au problème de drogue. Ce sont des enfants qui consomment de la drogue pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre dans la rue. Autre problème aussi, c'est quand vous voulez commencer le processus de réinsertion. Le grand problème commence à ce niveau. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs par rapport à la réinsertion de ces enfants qui reviennent après 2 mois, même pas 2 mois, même c'est long pour certains. Parfois le lendemain. Voilà pourquoi j'ai parlé de 2 mois seulement. Oui, le même jour pour certains même, quand ils finissent de manger au niveau de Elsa et ils retournent dans la rue. Alors, aujourd'hui, quand on prend ces enfants, comment on peut comprendre qu'un enfant qui a besoin de protection, qui a besoin d'amour et de la part de ses proches, se retrouve d'un jour à l'autre dans la rue? Comment cela peut se comprendre? Bon, ces enfants sont souvent soumis à des problèmes familiaux. Donc, ce qui les pousse à aller dans la rue pour trouver refuge des fois. Ils sont aussi abandonnés. Et il faut aussi noter que certains le font avec volonté. Donc, c'est d'abord les problèmes au niveau de la famille. Et au-delà de ces problèmes au niveau de la famille, est-ce qu'il y a d'autres cas qui reviennent? Peut-être la pauvreté, la maltraitance. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui reviennent souvent? Oui, c'est vrai que le grand problème, c'est lié à la famille. On peut aller même jusqu'à dire que les parents se sont déresponsabilisés. Les parents ne maîtrisent plus. Certains parents ne maîtrisent plus leur rôle de parents, leur rôle d'éducateur. Donc, il y a un problème entre les interactions, un problème d'interaction entre parents-enfants. D'accord. Du coup, ces cas amènent les enfants à quitter le domicile conjugal. Il y a certains qui ont perdu les 2 parents. Ils se retrouvent peut-être dans une maison familiale sous la garde de personnes. Du coup, il sort de la maison quand il veut et il rentre à la maison quand il veut. Donc, un enfant qui n'est pas surveillé et un enfant qui n'est pas guidé, il quitte la maison, il reste dans la rue aujourd'hui, il rentre demain et progressivement, il s'installe dans la rue. Comme ma collègue vient de le dire, il y a aussi le suivisme. Il y a certains enfants qui ont des amis qui sont dans la rue. Parfois, il sort de l'école, il fait un tour à Zongo ou bien à la plage, il se fait des amis. Et progressivement, ils s'installent aussi dans la rue. Il y a certains parents qui poussent leurs enfants dans la rue. Je m'explique. Le parent qui est à la maison, la maman qui est à la maison, qui envoie par exemple son enfant aller vendre au grand marché, qui envoie son enfant aller vendre à Zongo. Mais le résultat, qu'est-ce qu'on attend? Alors qu'on sait qu'à Zongo, on sait qu'à la plage, les acteurs qui vivent en majorité là-bas. Donc, je peux dire que la principale cause, c'est la famille. Et c'est vrai que dans notre société, on n'a pas de programme pour soutenir les parents défaillants. On n'a pas de structure pour accompagner les parents qui manquent de stratégie pour accompagner leurs enfants. Donc, en fait, c'est un tout. Alors, Emmanuel, est-ce que c'est une raison pour abandonner son enfant, comme Madame a expliqué tout à l'heure, qu'il n'y a pas de programme d'accompagnement de la famille, on parle souvent de la pauvreté, les parents qui se plaignent. Est-ce que c'est une raison pour abandonner son enfant, pour laisser son enfant dans la rue? Oui, Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Voilà. Je me trompe souvent. Non, ce n'est pas une raison pour abandonner son enfant dans la rue. Ce n'est pas une raison. D'accord. Et de votre côté, Fricia? Bon, ce n'est pas une raison, mais nous sommes face à la réalité. Ce qui se passe, c'est déplorable. Donc, bon.
La situation est là. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous rencontrez certains parents, ils vous disent non, c'est parce que je me suis battue, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire, mais l'enfant, il est trop têtu, donc je n'en peux plus. Il n'a qu'à se retrouver dans la rue. Oui, c'est ce que je dis, que les parents, en fait, certains parents ont démissionné. Parce que l'éducation, c'est une répétition. Oui. Donc, un parent ne peut pas dire face à un enfant de 10, 11 ans, 12 ans qu'il est fatigué. Non. Oui. L'éducation, c'est une répétition. Nous sommes au foyer, mais nos parents, nos mamans interviennent toujours dans nos éducations. Donc, je ne trouve pas que c'est justifié qu'un parent, une maman, un père doit dire face à son enfant qu'il est fatigué. C'est la répétition. Et puis, tout dépend aussi de comment est-ce qu'on communique avec son enfant. Ouais. La communication manque beaucoup. Moi, j'ai fait le terrain auprès de ces enfants. J'ai fait des entretiens avec les familles aussi. Et moi, je conclus que c'est un problème d'interaction. Les parents ne savent pas comment aborder leurs enfants. Les parents n'ont pas appris à parler à leur enfant. Ouais. Donc, la manière dont tu parles à un enfant de 4 ans, ce n'est pas la même manière qu'il faut parler à un enfant de 9 ans. Ce n'est pas la même manière qu'il faut parler à un enfant de 14 ans, de 18 ans, qui est adolescent. Je crois qu'il faut beaucoup communiquer avec les parents. Et puis, j'ai l'impression que les parents, je ne sais pas si je dois dire que les parents, il y a l'ego qui joue dans cette situation, parce qu'on retrouve un enfant, par exemple, dans la rue, on interpelle le parent, mais le parent a de la peine à nous approcher pour faire des entretiens avec lui. Or, c'est des accompagnements. Il y a les psychologues qui doivent intervenir, il y a les éducateurs qui doivent intervenir, il y a les assistants sociaux qui doivent intervenir. Mais lorsque vous convoquez un parent qui ne vient pas, lorsque vous allez chez un parent à la maison, vous devenez même un supplice pour les parents. Ah oui, parfois on nous renvoie même. Ou bien vous allez vers un parent, vous voulez commencer les négociations pour que l'enfant rejoigne la maison. Le parent vous dit, s'il s'agit de cet enfant, je ne veux plus en parler. D'accord. Alors là, aujourd'hui, est-ce que ça ne veut pas dire que les jeunes ou bien ceux qui deviennent parents ne se préparent pas à être parents? Est-ce que cela ne s'explique pas? Effectivement, c'est un cercle vicieux parce que d'abord, le parent n'a pas reçu une éducation de base. Et c'est difficile pour pouvoir transmettre une autre éducation à son enfant. Donc le cercle, ça tourne, c'est un cercle vicieux, comme vous l'avez dit. Mais il y a certains qui ont été bien éduqués, mais qui n'éduquent pas très bien leur enfant. Il faut dire ça veut dire qu'ils ne sont pas préparés à devenir peut-être maman ou papa. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain. Parce que certains, ils tombent enceintes, elle tombe enceinte, elle dit, bon, je ne m'attendais pas à cela, mais je vais le faire quand même. Et puis après, l'éducation ne suit pas. Oui, il y a aussi des familles recomposées, des familles recomposées qui, si peut-être le monsieur qui a épousé la maman ne veut pas de l'autre enfant, tu vois, il y a de ces problèmes, les enfants sont face à cette situation, donc ils trouvent refuge dans la rue. S'il y a manque d'affection, la maman ne voulait pas avoir l'enfant, en ce moment et il a l'enfant, donc elle abandonne. Elle abandonne, voilà. Oui, Emmanuel, vous avez un apport par rapport à cela? Moi, je peux ajouter. Oui, madame. Oui, comme vous le dites, effectivement, il y a un problème au niveau des parents même. Sans toutefois doiter quelqu'un, les parents ne sont pas eux-mêmes formés à devenir parents. Regardez à peu près comment est-ce que les jeunes filles de maintenant s'habillent. C'est voilà. vrai. Donc, parfois à l'église, quand vous voyez l'habillement d'une fille et à la sortie, peut-être vous voyez sa maman, vous comprenez en même temps l'habillement de l'enfant. Donc, cela s'explique et vous n'avez plus rien à dire. Voilà. Pour dire que nous, parents même, nous manquons d'éducation. Nous ne savons pas comment éduquer les enfants. Et c'est ce qui crée ce genre de problèmes. Aujourd'hui, quelle est la situation des enfants en situation de rue? La situation, la courbe, elle monte. Ça ne descend pas, malheureusement. En 2015, par exemple, de 6 000 enfants, non? Aujourd'hui, nous sommes environ 7 000 enfants. Environ 7 000. En 5 ans. En 5 ans, ça a déjà augmenté. Non, en 2015, il y a une étude qui a été faite par l'UNICEF et on était environ 6 000 enfants. Oui, voilà. Donc ça fait 5 ou 6 ans, ça fait 7 000. Comment expliquer ce chiffre? Puisque le nombre d'enfants qui arrivent dans la rue augmente, ce nombre ne descend pas. Puisqu'il n'y a pas de programme qui accompagne ces enfants. Les ONG qui interviennent manquent aussi de financement. Donc, on ne peut pas travailler avec ces enfants sans le financement. Il n'y a que les associations, il n'y a que les bonnes volontés, il n'y a que quelques financements dans ce domaine.
Donc, du coup, et puis, c'est le social. Lorsque les bailleurs surtout, eux, ils veulent des chiffres, ils veulent la quantité. Oui. Alors que pour intégrer ou bien pour réintégrer un enfant en famille, il faut voir ce qu'on peut dépenser. Il faut voir ce qu'on peut dépenser. Donc, lorsque vous faites le budget de réinsertion par rapport à un enfant, à 2 enfants, à 10 enfants, ça ne convainc pas le bailleur à investir. Voilà. Alors, quand vous parlez de programme d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas de programme, c'est pourquoi il y a l'augmentation, les chiffres augmentent chaque année. Oui. De quel genre de programme il s'agit, Emmanuel? Oui, nous avons mis au point des projets comme le projet START qui accompagne les enfants qui aimeraient être réintégrés dans leur famille en leur offrant une formation professionnelle ou éducative. Nous avons le projet École alternative, le projet SIVT, le projet ACR. Non, ça, c'est les projets que vous exécutez au niveau de Elsa International. Oui. Maintenant, quand vous parlez de programmes d'accompagnement qui manquent, surtout au niveau des autorités, de quoi s'agit-il? Si moi je parle de projets, de programmes qui manquent, je veux m'attaquer directement aux familles. Parce que je le dis encore, la principale cause des enfants, c'est la démission de la famille. C'est la démission de la famille. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de projet, de programme, de soutien aux familles. Les familles, surtout en milieu urbain, les familles sont seules face à l'éducation de leurs enfants. Ils sont seuls face à l'éducation de leurs adolescents. Donc, si je pense à un projet, c'est développer un programme de soutien aux familles. C'est très important. Et en mettant l'accent sur quoi principalement? En mettant l'accent sur l'interaction parents-enfants, en mettant l'accent sur la communication entre parents-enfants, en mettant l'accent sur l'acteur qui est l'enfant, la psychologie de l'enfant. Il faut que les parents maîtrisent ce qu'est un enfant. Il faut que les parents maîtrisent ce qu'est la psychologie de l'enfant. Mettre l'enfant au milieu de tout. Voilà. D'accord. Alors, Frachia, on va revenir sur les programmes au niveau de Elsa. Elle a cité certains programmes tout à l'heure. Qu'est-ce qui se fait précisément au niveau des différents programmes de Elsa? Bon. Pour le projet STAT, dont j'étais vraiment au cœur avec les enfants, de l'exécution. Et il s'agissait, nous avons récupéré certains jeunes en situation de rue. On les a d'abord donné une formation de 3 mois pour les stabiliser. Ensemble, ils étaient dans une maison et pour les stabiliser. Et de là, on leur donnait une formation éducative en ce qui concerne, par exemple, les cours d'alphabétisation, d'informatique, les cours de savoir-vivre. Vous parlez des enfants en situation de rue? Oui, bien sûr. Donc, ils étaient internés et ils ont reçu cette formation durant une période donnée. Ça nous a, en ce moment aussi, ils recevaient de l'accompagnement psychologique pour pouvoir les stabiliser et qui reprennent, parce qu'ils sont venus très, très agressifs, puisqu'ils prenaient des stupéfiants et autres. Donc, ils n'étaient pas ouverts au dialogue, la majorité. Voilà. Donc, il y a des activités socio-éducatives aussi que nous organisons avec eux. Par la suite, maintenant, il y a des visites institutionnelles et en atelier pour les permettre de faire la découverte des parapluies de métiers, parce que la plupart des temps, c'est coiffure et couture et tout. Nous avons sillonné au moins 40 entreprises où ils ont touché du doigt, ils ont vu la réalité du terrain pour voir de quoi ça s'agit concrètement. Et en ce moment aussi, on les préparait à un projet professionnel. Donc, et c'était à eux d'élaborer avec les guides leur projet professionnel. Donc, actuellement, avec ces jeunes, ils sont réinsérés. La plupart sont réinsérés soit en famille ou soit en famille d'accueil pour les enfants dont les parents ont encore des difficultés pour pouvoir les accueillir ou bien qui ont perdu leurs parents, donc ils sont en famille d'accueil. Et ces enfants, ces jeunes, actuellement, à l'heure où nous parlons, sont dans leur apprentissage dans les ateliers. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de ce projet STAT? Très satisfait des résultats du projet STAT, parce que pour ces jeunes, au début on dirait qu'ils n'ont plus d'avenir, mais aujourd'hui, grâce au projet STAT,
et leur avenir est assuré. Alors, Emmanuel, quels sont les autres projets qui se tournent vers ces enfants en situation de rue qui sont exécutés au niveau de votre ONG? Oui, nous avons le projet SAVE, le projet École Alternative. D'abord, le projet SAVE, de quoi s'agit-il? C'est pour sauver les enfants? Oui, en quelque sorte. Le projet SAVE accompagne les enfants en situation de rue. Le projet École Alternative qui consiste à donner une formation éducative aux enfants dans la rue. Dans la rue. Oui. Donc, on amène l'école à la rue, c'est ça? D'accord. Des cours d'alphabétisation, des activités psychopédagogiques. Est-ce que vous avez constaté un changement quand vous avez amené l'école à la rue, ou bien dans la rue? Est-ce qu'il y a eu un changement dans la mentalité de ces enfants que vous suivez? En fait, ces activités, c'est pour préparer progressivement l'enfant à quitter la rue. À sortir. Oui. Parce que lorsque l'enfant vit dans la rue, il acquiert d'autres comportements, d'autres valeurs qui ne répondent pas aux normes sociales. Donc, du coup, l'alphabétisation, les activités psychopédagogiques, c'est pour préparer au fait, l'enfant à réintégrer la cellule familiale ou bien à réintégrer entre guillemets la société. Donc, du coup, ce sont des projets au fait, qui aident l'enfant à regarder autrement la vie, à s'intéresser maintenant à l'école ou bien à l'apprentissage. Et à se tourner vers d'autres horizons. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, on va revenir on parle aujourd'hui des enfants en situation de rue parce que les problèmes que vous soulevez reviennent également dans d'autres pays où il y a ces enfants en situation de rue. On parle des microbes en Côte d'Ivoire, il y a des enfants en situation, des enfants qui sont soumis à la mendicité au niveau du Sénégal et surtout au Mali. Les talibés, voilà le mot. Aujourd'hui, quel est votre regard quand on parle de l'enfant africain? Quel est le regard que vous portez sur cet enfant africain, madame? Oui, ça fait respirer. On comprend en même temps que c'est... L'enfant africain, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour mettre l'enfant au cœur des programmes. Mais ça reste insuffisant. Parce que, il faut regarder nos établissements scolaires, les écoles primaires publiques surtout, où les enfants sont à 4 par banc. Il faut voir, surtout dans les milieux reculés, où l'enfant est obligé de parcourir de longues distances pour aller à l'école. Même de traverser des rivières. Oui. Il y a un problème de malnutrition qui ne dit pas son nom, qui touche plusieurs enfants, même en milieu urbain comme en milieu rural. Les enfants ne trouvent pas toujours à manger. Donc, ce sont quelques problèmes qui touchent les enfants, qui m'interpellent, qui vous interpellent, qui nous interpellent. Donc, je crois, pour agir sur tous ces problèmes, je crois qu'il va falloir revoir la situation, les conditions de vie des parents. Et donc, pour vous, aujourd'hui, l'enfant africain est confronté à plusieurs maux. Oui. Couplé aux TIC, aux réseaux sociaux. Les enfants ne maîtrisent pas comment utiliser les réseaux sociaux. Au-delà des problèmes qu'il y a déjà, des problèmes sociaux et tout. Et donc aujourd'hui, il y a les TIC également qui s'ajoutent à ces problèmes-là. Voilà. Tu vois un enfant de 7 ans, de 9 ans, qui a son Android et qui fait statut, qui met du n'importe quoi sur sa page Facebook. Or, rien n'est contrôlé. Vous imaginez cet enfant dans 5 ans, dans 10 ans? Ça devient autre chose. Voilà, ça devient autre chose. Alors, Priscia, quel est votre regard sur ces enfants-là? Ces enfants sont face... Le micro? Ces enfants africains sont confrontés à d'énormes et multiples défis aujourd'hui. Entre autres, on peut citer manque d'éducation. Nous avons les enfants travailleurs qui travaillent. Les chiffres même qui augmentent du côté des enfants travailleurs. Nous avons les violences et abus envers ces enfants. Nous avons les enfants soldats, pour ne pas... Les enfants soldats, les enfants microbes en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez cité. Donc le défi aujourd'hui est énorme pour les enfants africains. Alors quand nous parlons de l'Afrique, enfants africains, et nous pensons à l'avenir de l'Afrique. Donc il faut que nous investissions, qu'on investisse pour pouvoir changer l'Afrique de demain, puisque ces enfants seront les relèves de demain. Donc si on ne les aide pas aujourd'hui, et je me demande quelle Afrique nous aurons
demain. Alors, Emmanuel, la journée du 16 juin a été instituée après ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les enfants qui se sont soulevés pour leur éducation, pour avoir une éducation adaptée et meilleure. Aujourd'hui, vous pensez que les enfants sont mis au cœur de tous les débats? Oui, je pense que... Oui, allez-y. Oui, Non, je n'agis pas en fait. Je n'agis pas. Selon moi, les enfants sont mis au cœur de tous les débats, puisqu'il y a plusieurs dispositions qui ont été prises pour que leurs droits soient respectés, plusieurs programmes, plusieurs accompagnements pour que ces enfants puissent devenir quelque chose d'eux-mêmes, pour assurer la relève. Et bon, je parlerai de l'agenda 2040 élaboré par la Charte africaine des droits de l'enfant, qui voudrait que d'ici 2040, tous les enfants de l'Afrique aient accès aux soins, que leurs droits soient respectés, afin que l'Afrique soit digne de ces enfants. Ouais, Oui, de voilà. ces enfants. Alors, elle a dit oui que les enfants sont au cœur des débats. Vous pensez la même chose? Non. Non. Peut-être dans les tests. Oui. Mais dans les actions, c'est très, très insuffisant. Si je reviens au Togo, même le code de l'enfant, je crois que c'est insuffisant. Le code de l'enfant, c'est beaucoup plus tourné vers le code français ou bien le code des sans autres prendre pays, en compte les réalités des enfants du Togo. Voilà. Donc, du coup, je crois pour commencer, il va falloir revoir ce code. Un travail doit être fait. Et si je veux revoir le cas des enfants en situation de rue, il n'y a que 2 ou 3 articles en 282, 281, 283 qui prennent en compte la situation des enfants de la rue. Alors que si nous ne travaillons pas avec ces enfants de la rue, ils seront, ça c'est une évidence, les bandits de demain. Ils seront les braqueurs de demain. Et ils sont même des parents des enfants de rue. Ah oui, il y a des enfants de la rue qui ont des enfants et qui sont dans la rue avec leurs enfants. Donc imaginez ces parents avec les enfants dans la rue, les enfants qui passent 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la rue. Imaginez ces enfants sans soutien. Imaginez ces enfants qui n'ont pas reçu d'affection. Qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Donc il va falloir tourner un regard vers ces enfants. Il va falloir mettre en place des programmes concrets. Prendre en compte la situation des enfants, premièrement, et des enfants en situation de rue ou bien en situation de vulnérabilité. C'est très important. Est-ce que vous pensez que les gouvernants ont comme priorité la défense et la protection de ces enfants dans les différentes actions qu'ils mènent et tout? Oui. Il y a certaines actions qui montrent qu'ils ont compris la place de l'enfant dans une société. Mais ça reste insuffisant, c'est ce que je peux dire. Précis. Très insuffisant. Oui, le gouvernement, avec la direction, la DGPE. Ça, vous parlez du Togo? Oui. D'accord. Puisque l'enfant africain, c'est la charte généralement... africaine des droits des enfants, nous parlons spécialement du Togo, avec la DGPE, la direction qui est... De protection de l'enfant. De l'enfant, oui. Qui met en œuvre la politique de l'État pour pouvoir protéger, assurer la protection des enfants. Je pense avec la ligne 10-11 aussi, et l'État fait, mais il reste à faire davantage pour pouvoir prendre en compte tous ces enfants qui sont délaissés et autres. Donc, nous encourageons l'État dans ce sens à faire plus davantage. Qu'est-ce que l'État doit faire plus? Quels sont les points que le gouvernement doit toucher? Parce que de temps en temps, les acteurs de défense des droits de l'enfant, l'État fait bon, oui, c'est bon. Maintenant, il faudrait que l'État fasse davantage. Qu'est-ce que l'État doit faire? Quels sont les points que le gouvernement doit toucher? Aujourd'hui, c'est le mercredi, c'est la journée de l'enfant africain. Quels sont les points précis? Puisque vous êtes éducateur, vous êtes tout le temps avec ces enfants. Voilà. Quand nous prenons, par exemple, les enfants en situation de rue, ils sont délaissés dans la rue. On peut construire des centres pour ces enfants, les aider à la réinsertion en famille, par exemple, parce qu'aucun enfant n'est destiné à être enfant en situation de rue, à vivre dans la rue. Donc, vivre dans la rue, ce n'est pas leur emplacement. Donc, il faut qu'on mette des programmes, par exemple, comme ma collègue avait dit,
pour comprendre en charge ces enfants et leur retrouver une famille d'accueil, par exemple. Il en manque des familles d'accueil aujourd'hui. Même les centres ne sont pas un lieu idéal pour les enfants. L'enfant est appelé à vivre en famille. Donc, D'accord. Au-delà de cela, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous pensez que les gouvernements doivent mettre l'accent? Bon, Madame l'anthropologue. Merci beaucoup. Ce que moi, je pourrais dire, c'est que nous avons des assistants sociaux qui sont formés en nombre à l'université de Lomé, mais qui chôment, qui restent à la maison. Alors qu'au même moment, nos familles ont des problèmes, au même moment, nos enfants ont des problèmes. Donc, ce qui est concret et qui ne nécessite pas beaucoup de coûts, c'est qu'il faut mettre ces assistants sociaux dans les écoles. Et ces assistants sociaux vont relayer les parents. Ces assistants sociaux vont appuyer l'éducation des enfants en l'absence des parents. Ça, c'est le premier point que je peux dire. Maintenant, concernant, mon collègue vient de dire, on manque de centres sociaux. Aujourd'hui, lorsqu'on veut réinsérer, par exemple, un enfant en situation de rue, on ne peut pas prendre un enfant en même temps et aller le redéposer dans la famille. Alors qu'on sait que l'environnement familial n'est pas préparé à accueillir cet enfant. Il faut préparer la famille à recueillir, à accepter cet enfant. Donc, on manque de centre qui peut accueillir cet enfant, le temps de préparer cet enfant. Donc, du coup, s'il y a une action que les autorités peuvent faire maintenant, c'est penser à la construction de ce centre pour accueillir les enfants. Également, il faut former les éducateurs. Il faut former les assistants sociaux ou bien les agents qui interviennent auprès de ces enfants. Il faut que nous soyons formés à la psychologie de l'enfant, je le disais tantôt. Si je travaille dans une ONG qui intervient auprès des enfants, il faut que je maîtrise la psychologie de l'enfant. Il faut que je connaisse les droits et les devoirs des enfants. D'accord. Donc vous pensez aujourd'hui que les actions engagées, oui, c'est bon, mais il faut beaucoup d'autres pas. Il y a beaucoup d'autres pas à poser pour pouvoir aider ces enfants à vivre dans un environnement meilleur. Mais au-delà de cela, il y a les tests qui reviennent tout le temps. Chaque pays adopte ou bien ratifie des tests concernant ces enfants, mais ces tests ne sont pas appliqués. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau, selon vous? Par rapport aux tests, c'est tout simple. Il faut revoir ces tests et les réadapter par rapport à nos réalités. Donc, c'est un travail collectif qui doit être fait par les anthropologues, les sociologues, les psychologues et même les agents de terrain, ceux qui vivent la réalité au quotidien. Réadapter. Tout à l'heure, je parlais du code de l'enfant. Mais il va falloir réadapter ce code au contexte togolais. Sinon, on va toujours poser des actions, mais qui va rester dans le général. Alors que par rapport à l'être humain, par rapport aux enfants, il faut la notion du détail. Il faut le particulariser, au fait. Au niveau de vous, en tant qu'éducateur, quand vous êtes au contact des enfants, est-ce que les enfants se confient à vous sur ce qui manque quand ils sont en famille, sur ce qu'ils aimeraient bien devenir, mais qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire? Oui, les enfants, la plupart des temps se confient à nous, éducateurs, psychologues et autres. Donc, sur le terrain, nous avons les techniques d'approche de ces enfants-là. Il faut arriver à identifier d'abord ce que l'enfant aime, pour le faire aimer ce que toi tu veux. Donc, sur le terrain, avec nos approches, on arrive à devenir des amis de ces enfants. Et de là, quand ils ont des problèmes, quand ils vous disent leur histoire sans tabou, voilà, ils se confient. Ils se confient sans problème, oui, madame. Il faut mettre l'enfant en confiance. Voilà. Si vous mettez l'enfant en confiance, il vous dira tout et tout. Mais si l'enfant ne se sent pas en sécurité avec vous qui êtes adulte, si l'enfant n'a pas confiance en vous, il aura des problèmes, mais il ne peut pas vous approcher pour vous le dire. Il n'aura pas assez confiance en vous pour vous le dire. Donc, voilà. Il faut d'autres techniques, en fait. Donc, voilà, des techniques, des stratégies qui manquent justement aux parents. Tout à l'heure, vous avez parlé du manque de moyens au niveau des associations et ONG qui se battent énormément auprès des enfants vulnérables, des enfants en situation de rue, les enfants en situation de mobilité, victimes de maltraitance, les enfants en situation de handicap également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir accompagner ces organisations, selon vous, Emmanuel? Ok.
Et pour pouvoir accompagner ces organisations, il faut surtout un appui financier. Et il faut financer ces organisations dans la mise en œuvre de leurs tâches. Oui. Et aussi mettre à leur disposition des professionnels pour les accompagner. En quel sens mettre à disposition des professionnels Oui, des psychologues, des assistants sociaux, et des chefs projets et des personnes compétentes. Est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui est disposé à accompagner les ONG ou associations? C'est son devoir, bien sûr. C'est le devoir de l'État, et il le fait. Seulement, nous demandons qu'il fasse davantage. Donc, par rapport à tout ce que Manuel vient de dire. La mise à disposition d'enveloppes de fonds pour pouvoir aider les ONG. Mais souvent, les gouvernements disent, les organisations et associations se disent indépendantes, mais si nous on accompagne, ils vont dire on est en train de la corrompre. Comment répondre à cette interrogation, bien à ces préoccupations de ces gouvernants? C'est vrai, mais je crois qu'il faut un minimum. Tout à l'heure, nous parlons de centres de transit, si on peut le dire ainsi. Donc, si ces ONG doivent réinsérer les enfants, par exemple, il faut au moins qu'il y ait un centre de transit dirigé par l'État. C'est vrai que le centre de Cropesdi existe, mais les moyens de Cropesdi sont limités. La durée de séjour d'un enfant là-bas, c'est 3 jours. Alors que pour réinsérer un enfant, ce n'est pas 3 jours qu'il doit passer hors de la rue pour réintégrer sa famille. D'accord. Aujourd'hui, pour aider les enfants africains à grandir, quels sont les points sur lesquels les différents États doivent revenir, monsieur l'éducateur? Merci. Bon, d'abord, nous avons parlé de la charte. Les hommes, chaque pays a déjà ratifié, la plupart des pays ont ratifié ces lois et autres qui devaient mettre en application. C'est sur papier, mais il faut qu'on le mette en application pour que ces enfants puissent bénéficier réellement de leurs droits. Et l'autre chose, c'est de vraiment avoir les yeux pour voir si réellement ces enfants bénéficient de leurs droits en réalité sur le terrain. Parce que une chose est de ratifier la loi, une chose est de la mettre en pratique. D'accord. Oui, madame? Ce que moi je peux dire, je reviens toujours, il faut appuyer les familles. Il faut appuyer les familles. Je retiens cette Les phrase de familles madame ont besoin Gogoli. de soutien. Oui. Parce que les familles manquent de stratégie pour encadrer leurs enfants. Donc il faut appuyer les familles. Pour, par exemple, couper la chaîne des enfants en situation de rue, Voilà. il faut accompagner les familles. En amont, ce sont les familles. Il faut appuyer, il faut renforcer les liens familiaux. Voilà, c'est ce que moi je pense. D'accord. Pour éviter que l'enfant ne chute dans la rue, pour éviter que l'enfant ne quitte le domicile familial, ce sont les parents. Ce sont les parents. Il faut renforcer le lien familial. Il faut agir sur l'éducation même des parents. Du coup, il faut développer un programme pour éduquer les parents eux-mêmes. D'accord, oui, mademoiselle. Je rejoins ma collègue, madame Gogoli, sur l'appui. Il faut bien évidemment appuyer les parents, mais aussi éduquer les enfants. Et surtout à l'école, que l'éducation que nous recevons à l'école soit orientée vers les règles de bienséance, que les enfants aient une connaissance de leurs droits et également de leurs devoirs envers la nation, envers l'Afrique, envers leur famille. D'accord. Au niveau de ELSA, quelles sont les actions prévues à l'occasion du 16 juin? Oui, à l'occasion du 16 juin, nous organisons une activité de plaidoyer auprès des autorités en charge du droit des enfants. Donc demain, nous effectuerons une visite au tribunal pour enfants, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et à l'UNICEF, accompagnés de 12 enfants, 12 enfants en situation de rue. Au cours de ces activités, les enfants feront part à ces autorités compétentes leur désir d'être reconnus par le code, par la société, les différents problèmes qu'ils rencontrent et dans la prise en compte de leurs droits en tant qu'enfants et en tant qu'enfants en situation de rue. D'accord. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres actions envers les enfants en situation de rue même
Priscia? Oui, dans l'après-midi, nous aurons à faire... L'après-midi du 16 juin. L'après-midi du 16 juin, nous aurons à faire d'autres activités avec les enfants, eux-mêmes entre eux. Nous avons un programme de ciné-forum où, après avoir regardé un film sur le titre De la rue à chez moi. D'accord. De la rue à chez moi. Donc, quand ils vont regarder ce film, et nous aurons un débat sur ça. Le film parle de l'enfant dans la rue, l'enfant en situation de rue. Donc, c'est un exemple. En fait, nous le faisons à dessin pour leur montrer. En fait, c'est un exemple des enfants en situation de rue de Rwanda. D'accord. Donc, comment ils ont fait de la rue jusqu'à arriver à la maison. Montrer que c'est possible de retrouver sa maison. Voilà. D'accord. Madame, aujourd'hui, vous avez parlé des difficultés de réinsertion. Quelles sont les actions, selon vous, qu'il faudrait mener pour pouvoir réinsérer facilement ces enfants en situation de rue? Premièrement, je crois qu'il faut davantage ces activités psychopédagogiques. Parce que ce sont des activités d'éveil. Oui. Ce sont des activités de mise en confiance. Et ce sont des activités qui préparent progressivement l'enfant à réintégrer la cellule familiale. De deux, je reviens toujours à la famille. La cellule familiale. Il faut préparer la famille à accepter cet enfant. Donc, du coup, lorsque vous voulez réinsérer un enfant, il faut que la famille soit préparée. Parce que l'environnement dans lequel l'enfant a quitté, il ne faudrait pas que ce soit le même environnement au retour de l'enfant. Il faudrait que l'enfant soit autrement accueilli lorsqu'il va revenir. Mais lorsque vous accompagnez un enfant à la maison, lorsque vous voulez le réinsérer à la maison, vous arrivez en même temps. Vous arrivez en même temps. Et la maman ou le papa vous dit qu'est-ce que tu cherches ici? Vous imaginez en même temps que ça ne peut pas... la réinsertion ne peut pas bien se passer. Donc, du coup, aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire dans le processus de réinsertion, c'est interpeller les parents sur leur rôle de parents. C'est-à-dire leur dire, votre enfant va revenir à la maison. Ce n'est pas un bandit comme vous le pensez. Oui. Il est possible qu'il puisse changer encore. Vous pouvez changer encore votre enfant. C'est quelque chose comme ça. D'accord. Emmanuel, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de ceux qui vous écoutent? Oui. Mon message à l'endroit de ceux qui m'écoutent est celui-ci. Les enfants en situation de rue sont des enfants avant tout et méritent d'être reconnus par la société et par le code de l'enfant. Et leur droit doit être pris en compte. Et aussi, j'adresse un message à l'État de mettre en place des programmes appropriés pour le suivi des familles. D'accord. Alors, Priscia, votre message? Oui. Priscia, voilà. Priscia, je vais bien prononcer. Priscia Kofi. Voilà. Nos graines les plus chères, notre richesse, ce que nous avons de meilleur, ce sont nos enfants. Donc, il faut que, quel qu'en soit l'enfant dans la situation qu'il le soit actuellement, s'il s'agit d'un enfant, nous devons en prendre soin. Donc, mon message s'adresse surtout aux parents de prendre bien soin de leurs enfants. Et il n'y a pas de plus grande richesse que l'amour qu'on peut donner à un enfant. Un et un enfant que nous avons. Donc, prenez bien soin de nos enfants. Voilà. Madame Gogoli Ablavi. Oui, si moi j'ai un mot à dire, c'est d'interpeller nous tous, la société, quels que soient nos statuts, quelles que soient nos positions, à mettre toujours l'enfant au cœur de nos préoccupations. Il faut toujours militer pour le bien-être des enfants. Pour le meilleur du monde, il faudrait d'abord s'occuper des enfants. Ces enfants deviendront les adultes et les dirigeants de demain. Tournons nos regards vers ces enfants. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Eno de ce jour. Nous étions avec Madame Gogoli Ablavi, chef projet à Elsa International. Elle est également anthropologue. Également avec, dans ce studio, Emmanuel Afi, Kodo Nyamedi. Elle est chargée de communication de l'organisation. Et l'homme qui était dans ce studio, il s'agit de monsieur Zounon Kofi Priscia, éducateur, celui qui accompagne tous les jours, qui est avec les enfants en situation de rue. Merci, chers invités, d'avoir passé ce moment avec nous sur Radio Dira. Merci. C'est un plaisir. Je suis Djibori Edwige Apedon. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet concernant ces enfants.